Un multimillionnaire se déguise en mendiant pour tester la façon dont l'hôpital traite les gens. Mais quand ils découvriront qui il est, vous ne croirez pas ce qui s'est passé. François Lemaire, PDG multimillionnaire de l'une des plus grandes entreprises technologiques de France, se tenait devant le miroir de sa luxueuse salle de bain méconnaissable. Ses cheveux soigneusement coiffés étaient maintenant en désordre. Sa barbe de 3 jours soigneusement entretenue avait été remplacée par une barbe hirsute, et ses vêtements de marque avaient cédé la place à des vêtements usés et tachés. « C'est le moment de vérité », murmura-t-il à son reflet, un mélange d'appréhension et de détermination dans ses yeux bleus perçants. À 45 ans, François avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une fortune considérable, une entreprise florissante et une influence qui s'étendait bien au-delà des frontières de la France. Pourtant, quelque chose manquait. Un sentiment persistant d'insatisfaction l'avait poussé à entreprendre cette expérience audacieuse. Se faire passer pour un sans-abri sans assurance maladie et tenter de se faire soigner à l'hôpital Saint-Louis, l'un des établissements les plus prestigieux de Paris. Son objectif ? Comprendre de première main les défis auxquels sont confrontés les moins privilégiés dans le système de santé français. Un système qu'il avait toujours considéré comme l'un des meilleurs au monde. Alors qu'il quittait son penthouse, François sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait l'habitude d'être traité avec déférence partout où il allait. Comment serait-ce d'être invisible, voire méprisé? Le trajet en métro jusqu'à l'hôpital fut une expérience en soi. Les regards fuyants, les sièges qui se vidaient autour de lui, les murmures à peine audibles, François commençait déjà à ressentir le poids de son déguisement. Arrivé aux urgences de l'hôpital Saint-Louis, François prit une profonde inspiration avant de pousser les portes. Le hall grouillait de monde, des patients gémissants, des infirmières pressées, des médecins à l'air fatigués. L'odeur âcre de désinfectant lui piqua les narines. Se dirigeant vers l'accueil, François se prépara à jouer son rôle. « Bonjour », dit-il d'une voix rauque. « J'ai besoin d'aide. Je ne me sens pas bien. » L'infirmière à l'accueil leva à peine les yeux de son écran. « Votre carte vitale, s'il vous plaît. »« Je n'en ai pas, » répondit François, le cœur battant. Cette fois, l'infirmière le regarda, ses yeux balayant rapidement son apparence débraillée. Son expression passa de l'indifférence à l'agacement. « Sans assurance, l'attente peut être longue. Remplissez ce formulaire et asseyez-vous. On vous appellera. » François prit le formulaire et trouva une place dans la salle d'attente bondée. Alors qu'il commençait à le remplir, il ne put s'empêcher de remarquer le contraste saisissant entre son traitement et celui réservé à un homme en costume qui venait d'arriver, immédiatement pris en charge avec courtoisie et efficacité. C'est à ce moment-là que François réalisa que son expérience allait être bien plus révélatrice qu'il ne l'avait imaginé. Et ce n'était que le début. Les heures s'écoulaient lentement dans la salle d'attente bondée de l'hôpital Saint-Louis. François, toujours dans son déguisement de sans-abri, observait attentivement le va-et-vient incessant des patients, du personnel médical et des visiteurs. La cacophonie des voix, des annonces aux haut-parleurs et des équipements médicaux créait une atmosphère à la fois chaotique et oppressante. À mesure que le temps passait, François sentait monter en lui un mélange de frustration et d'empathie. Il avait mal à la tête, son prétexte pour venir aux urgences, mais ce n'était rien comparé à la souffrance visible sur les visages de certains patients autour de lui. Une femme âgée gémissait doucement, tenant son bras contre sa poitrine. Un jeune homme toussait violemment, son visage pâle et en sueur. Et pourtant, ils attendaient tous, comme lui. François fut tiré de ses observations par l'arrivée bruyante d'un nouveau patient. C'était un homme d'une 50aine d'années, bien habillé, accompagné d'une femme élégante. L'homme se tenait le ventre et grimaçait de douleur. « Mon mari a besoin de voir un médecin immédiatement », exigea la femme d'une voix forte à l'accueil. « Nous avons une assurance privée haut de gamme. » François observa avec un mélange de fascination et d'indignation la rapidité avec laquelle le couple fut pris en charge. En moins de 5 minutes, ils étaient escortés vers une zone de traitement dépassant tous ceux qui attendaient depuis des heures. Cette scène n'échappa pas aux autres patients. Des murmures de mécontentement se firent entendre dans la salle. « C'est toujours pareil », grommela un homme assis à côté de François. « Si t'as pas les moyens, t'es un citoyen de seconde zone. » François se tourna vers lui, intrigué. L'homme qui se présenta comme Marcel était un ouvrier du bâtiment. Il était là depuis le matin, attendant pour une blessure à la main qui semblait infectée. « Ça fait combien de temps que vous attendez »
demanda François, essayant de maintenir son personnage. Presque 6 heures, répondit Marcel avec un soupir las. Et vous? 4 heures, dit François, surpris par sa propre frustration. Lui qui n'avait jamais eu à attendre pour quoi que ce soit dans sa vie, se trouvait maintenant confronté à une réalité qu'il n'avait jamais vraiment considérée. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'une jeune femme, visiblement enceinte et en détresse. Elle s'approcha du comptoir, le visage crispé par la douleur. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle, « je crois que quelque chose ne va pas avec mon bébé. » L'infirmière à l'accueil lui jeta un regard rapide. « Avez-vous une assurance ?» La jeune femme secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je suis en situation irrégulière. Mais s'il vous plaît, mon bébé, asseyez-vous et remplissez ce formulaire, » répondit l'infirmière d'un ton neutre. « On vous appellera dès que possible. » François sentit son cœur se serrer. Il avait envie de se lever, de révéler sa véritable identité et d'exiger que cette femme soit prise en charge immédiatement. Mais il se retint, conscient que cela compromettrait son expérience. À ce moment-là, une voix retentit dans la salle d'attente. « Monsieur Dubois ?» François mit quelques secondes à réaliser que c'était le nom qu'il avait donné sur son formulaire. Il se leva, jetant un dernier regard à Marcel et à la jeune femme enceinte. Alors qu'il suivait l'infirmière vers la zone de traitement, François sentait sa détermination grandir. Ce qu'il avait vu et vécu en seulement quelques heures l'avait profondément secoué. Il savait maintenant que son expérience allait bien au-delà de la simple curiosité. Il était sur le point de plonger dans les profondeurs d'un système qu'il pensait connaître, mais qui se révélait être un monde à part entière, rempli d'inégalités et d'injustices qu'il n'avait jamais vraiment vues auparavant. François fut conduit dans une petite pièce austère, loin du confort des cliniques privées auxquelles il était habitué. L'odeur de désinfectant était plus forte ici, presque suffocante. Il s'assit sur la table d'examen, le papier craquant sous son poids, et attendit. Après ce qui lui sembla une éternité, la porte s'ouvrit brusquement. Un jeune médecin entra, les yeux rivés sur un dossier. « Monsieur Dubois ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Oui, c'est moi », répondit François, s'efforçant de garder une voix rauque. Le médecin, docteur Martin selon son badge, leva enfin les yeux. Son regard balaya rapidement François, s'attardant sur ses vêtements usés et sa barbe hirsute. Une ombre de dédain passa sur son visage. « Alors quel est le problème ?» demanda-t-il d'un ton brusque. François expliqua ses symptômes. Maux de tête persistants, vertiges occasionnels. À mesure qu'il parlait, il observait attentivement le docteur Martin. Le jeune médecin semblait à peine l'écouter, tapant distraitement sur sa tablette. « Avez-vous consommé de l'alcool récemment ?» interrompit le docteur Martin. François fut pris au dépourvu. « Non, je ne bois pas. » Le docteur. Martin leva un sourcil sceptique. « Vraiment? Pas de drogue non plus ?» La colère monta en François. Il avait l'habitude d'être traité avec respect, voire révérence. Cette expérience était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. « Non, docteur, je ne consomme ni alcool ni drogue. » Le médecin soupira comme s'il ne le croyait pas. « Bien, je vais vous examiner. » L'examen fut rapide et impersonnel. Les mains du docteur Martin étaient froides et ses gestes brusques. François sentait que le médecin voulait en finir au plus vite. « Vos symptômes sont probablement dus à la déshydratation et au manque de sommeil, » conclut le docteur Martin. « Je vais vous prescrire des analgésiques. Buvez beaucoup d'eau et reposez-vous. » François était stupéfait. Pas de test, pas d'examen plus approfondi. S'il était venu en tant que François Lemaire, PDG, aurait-il reçu le même diagnostic expéditif? « Docteur, » commença-t-il, « ne pensez-vous pas qu'il faudrait faire des examens supplémentaires? Ces maux de tête durent depuis des semaines. » Le docteur, Martin le regarda avec agacement. « Monsieur Dubois, nous avons beaucoup de patients à voir. Si les symptômes persistent, revenez dans quelques semaines. » Alors que le médecin s'apprêtait à partir, la porte s'ouvrit brusquement. Une infirmière, essoufflée, passa la tête. « Docteur Martin, on a besoin de vous en salle 3. » C'est le patient VIP. Le changement dans l'attitude du docteur Martin fut immédiat. Son visage s'illumina, toute trace d'ennui disparut. « J'arrive tout de suite, » dit-il avec enthousiasme. Se tournant vers François, il ajouta rapidement « L'infirmière va vous donner votre ordonnance. Au revoir, monsieur Dubois. » Et il partit, laissant François seul avec ses pensées tourbillonnantes. Cette expérience lui ouvrait les yeux sur une réalité qu'il n'avait jamais vraiment considérée. Le contraste entre son traitement et celui réservé aux patients VIP était flagrant et troublant.
Alors qu'il quittait la salle d'examen, ordonnance à la main, François croisa le regard de la jeune femme enceinte qu'il avait vue plus tôt. Elle était toujours dans la salle d'attente, le visage crispé par la douleur. À ce moment, François prit une décision. Cette expérience ne pouvait pas se limiter à une simple observation. Il devait agir. Mais comment? Comment pourrait-il utiliser son influence et ses ressources pour apporter un véritable changement dans ce système qui semblait si profondément inégalitaire? Alors qu'il quittait l'hôpital, François sentait un mélange de colère, de culpabilité et de détermination grandir en lui. Ce qu'il avait vécu aujourd'hui n'était que le début. Il savait maintenant qu'il avait une mission, une responsabilité. Et il était déterminé à faire la différence. Le soleil se couchait sur Paris lorsque François quitta l'hôpital Saint-Louis, son esprit en ébullition. Les rues animées de la capitale contrastaient fortement avec l'atmosphère oppressante qu'il venait de quitter. Alors qu'il marchait, toujours dans son déguisement de sans-abri, il sentait le poids de son expérience peser lourdement sur ses épaules. François décida de ne pas rentrer immédiatement chez lui. Il avait besoin de temps pour digérer ce qu'il venait de vivre. Ses pas le menèrent au parc des Buttes-Chaumont, un havre de verdure dans le 19e arrondissement. Il s'assit sur un banc, observant les familles qui profitaient des dernières lueurs du jour. Soudain, une voix le tira de ses pensées. « Vous avez l'air d'avoir passé une dure journée, mon brave. » François leva les yeux pour voir une femme d'une soixantaine d'années, au visage bienveillant qui le regardait avec compassion. Elle s'appelait Marguerite, comme elle se présenta, et était bénévole dans une association d'aide aux sans-abri. « Vous avez raison, » répondit François, surpris par la gentillesse de cet inconnu. « J'ai passé la journée à l'hôpital. »« Ah, l'hôpital » soupira Marguerite en s'asseyant à côté de lui. « C'est toujours une épreuve, surtout quand on n'a pas les moyens. » François hocha la tête, surpris par la perspicacité de Marguerite. « Comment le savez-vous ?»« Je le vois tous les jours, » répondit-elle avec un sourire triste. « Je travaille avec des gens qui n'ont pas accès aux soins dont ils ont besoin. C'est un combat constant. » François sentit une vague de culpabilité l'envahir. Lui, un multimillionnaire, n'avait jamais vraiment réfléchi à ses problèmes auparavant. « C'est injuste, » murmura-t-il. « Oui, ça l'est, » acquiesça Marguerite. « Mais vous savez, ce n'est pas toujours la faute des médecins ou des infirmières. Beaucoup d'entre eux font de leur mieux dans un système surchargé et sous-financé. » Cette remarque fit réfléchir François. Il avait été prompt à juger le docteur Martin, mais peut-être que le problème était plus profond, plus systémique. « Que peut-on faire ?» demanda-t-il, autant à lui-même qu'à Marguerite. « Chacun à notre niveau. Nous pouvons faire une différence, » répondit-elle. « Certains donnent de leur temps, d'autres de leur argent. D'autres encore utilisent leur influence pour changer les choses à un niveau plus élevé. » François sentit une étincelle s'allumer en lui. Il avait les moyens, l'influence. Il pouvait faire quelque chose. « Merci, Marguerite, » dit-il en se levant. « Vous m'avez ouvert les yeux. » Alors qu'il s'éloignait, Marguerite le regarda avec curiosité. Il y avait quelque chose de différent chez cet homme, une lueur de détermination dans ses yeux qui contrastait avec son apparence débraillée. François rentra chez lui, l'esprit en ébullition. Il passa une grande partie de la nuit à réfléchir, à faire des recherches, à élaborer des plans. Il savait maintenant qu'il ne pouvait pas se contenter d'observer. Il devait agir. Le lendemain matin, François Lemaire, PDG multimillionnaire, se réveilla avec une mission claire. Il allait utiliser son influence et ses ressources pour apporter un changement réel et durable dans le système de santé. Mais il savait que cela ne serait pas facile. Il aurait besoin d'alliés et de connaissances approfondies et d'une stratégie bien pensée. Sa première étape? Retourner à l'hôpital Saint-Louis, cette fois-ci sous sa véritable identité. Il était temps de voir l'autre côté du miroir. Le lendemain matin, François Lemaire se tenait devant les portes de l'hôpital Saint-Louis, méconnaissable par rapport à la veille. Vêtu d'un costume sur mesure, rasé de près et coiffé impeccablement, il inspirait le respect et l'autorité. Cette fois-ci, il n'était pas là en tant que patient, mais en tant que potentiel bienfaiteur. Monsieur le maire l'accueillit chaleureusement le directeur de l'hôpital, Dr Philippe Durand. « C'est un honneur de vous recevoir. Nous sommes ravis que vous envisagiez de faire un don à notre établissement. » François observa attentivement le contraste saisissant entre l'accueil qu'il recevait aujourd'hui et celui de la veille. Le hall d'entrée semblait presque différent, plus propre, plus calme, comme si on avait fait des efforts pour impressionner le visiteur de marque. « Merci de me recevoir, docteur. »
Durand, répondit François avec un sourire poli, j'aimerais en apprendre davantage sur le fonctionnement de votre hôpital, si vous le permettez. Bien sûr, acquiesça le directeur avec enthousiasme. Permettez-moi de vous faire visiter nos installations. Alors qu'il parcourait les couloirs de l'hôpital, François notait mentalement chaque détail. Les zones VIP étaient spacieuses et bien équipées, en contraste frappant avec les salles d'attente bondées qu'il avait vues la veille. Le personnel semblait plus nombreux et plus attentif dans ces zones privilégiées. « Et voici notre nouveau scanner », annonça fièrement le docteur Durand en entrant dans une salle high-tech. « Il nous permet de réduire considérablement les temps d'attente pour nos patients prioritaires. » François ne put s'empêcher de penser à Marcel, l'ouvrier du bâtiment qui avait attendu des heures pour une simple consultation. « Et pour les patients sans assurance privée ?» demanda-t-il innocemment. Le docteur Durand eut l'air un peu mal à l'aise. « Eh bien, nous faisons de notre mieux pour gérer tous les patients, mais les ressources sont limitées. » Au fil de la visite, François posait des questions précises, cherchant à comprendre les défis auxquels l'hôpital était confronté. Il apprit que le manque de personnel, les contraintes budgétaires et la surcharge administrative étaient des problèmes récurrents. Alors qu'il passait devant le service des urgences, François aperçut une silhouette familière. C'était le docteur Martin, le jeune médecin qui l'avait traité la veille. Il semblait épuisé, courant d'un patient à l'autre. « Docteur Martin !» appela le directeur. « Venez rencontrer monsieur le maire. » Le jeune médecin s'approcha, visiblement surpris d'être présenté à une personnalité aussi importante. François nota la fatigue dans ses yeux, si différent de l'indifférence qu'il avait perçue la veille. « Docteur Martin !» dit François en lui serrant la main. « J'aimerais en savoir plus sur votre expérience ici. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confronté quotidiennement ?» Pris au dépourvu par cette question directe, le docteur. Martin hésita un instant avant de répondre. « Eh bien, monsieur le maire, nous faisons face à un afflux constant de patients, souvent avec des ressources limitées. C'est difficile de fournir des soins optimaux à tous dans ces conditions. » François hocha la tête, comprenant soudain la complexité de la situation. Le problème n'était pas simplement dû à l'indifférence ou au mépris, mais à un système surchargé qui poussait même les soignants les plus dévoués à leurs limites. Alors que la visite touchait à sa fin, François avait une vision beaucoup plus claire des défis auxquels l'hôpital était confronté. Il savait maintenant que pour apporter un véritable changement, il devrait s'attaquer non seulement aux symptômes, mais aussi aux causes profondes des inégalités dans le système de santé. « Docteur Durand, » dit-il, alors qu'il retournait au bureau du directeur, « j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je pense que nous avons une réelle opportunité d'améliorer les choses ici. » Le directeur sembla soulagé. « Nous serions extrêmement reconnaissants pour toute aide que vous pourriez apporter, monsieur le maire. » François sourit, une lueur de détermination dans les yeux. « Je ne parle pas seulement d'un don, docteur Durand. Je pense à quelque chose de plus ambitieux, de plus transformateur. Que diriez-vous si nous travaillions ensemble pour repenser complètement la façon dont cet hôpital fonctionne ?» Le docteur Durand le regarda avec un mélange de surprise et d'espoir. « Que proposez-vous exactement, monsieur le maire ?»« Une révolution dans les soins de santé, » répondit François. « Une où chaque patient, quelle que soit sa situation financière, reçoit les meilleurs soins possibles. Et je pense que l'hôpital Saint-Louis pourrait être le pionnier de ce changement. » Alors qu'il quittait l'hôpital ce jour-là, François savait qu'il venait de s'engager dans un défi monumental. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment vivant, animé par un but qui dépassait sa propre réussite. Il avait vu les deux côtés du miroir et maintenant, il était déterminé à le briser pour créer quelque chose de meilleur. Dans les jours qui suivirent sa visite à l'hôpital Saint-Louis, François Lemaire se plongea corps et âme dans sa nouvelle mission. Son bureau, habituellement dédié aux stratégies commerciales et au bilan financier, était maintenant couvert de rapports sur le système de santé, d'études sur les inégalités d'accès aux soins et de propositions de réforme. Mais François savait qu'il ne pouvait pas mener ce combat seul. Il avait besoin d'alliés, de personnes qui comprenaient les défis du terrain et qui partageaient sa vision d'un système de santé plus équitable. C'est ainsi qu'un matin, il se retrouva dans un petit café du 19e arrondissement, attendant nerveusement l'arrivée de Marguerite, la bénévole qu'il avait rencontrée au parc. Il l'avait retrouvée grâce à l'association pour laquelle elle travaillait et l'avait invitée à discuter de son projet. Marguerite arriva, l'air un peu méfiante. « Monsieur le maire, » dit-elle en s'asseyant, « j'avoue que j'ai été surprise par votre appel. Que peut bien vouloir un PDG millionnaire à une simple bénévole comme moi ?»
François sourit, appréciant sa franchise. « Marguerite, vous m'avez ouvert les yeux l'autre jour au parc, même si vous ne le saviez pas. J'ai besoin de votre expérience, de votre perspective. Je veux changer les choses dans notre système de santé, mais je ne peux pas le faire sans comprendre vraiment les besoins des plus vulnérables. » Au fil de la conversation, la méfiance de Marguerite se transforma en intérêt, puis en enthousiasme. Elle partagea des histoires poignantes de personnes qu'elle avait aidées, des récits de courage face à l'adversité, mais aussi des témoignages déchirants d'individus laissés pour compte par le système. « Vous savez, » dit Marguerite en sirotant son café, « ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de dignité, de respect. Trop souvent, les gens sont traités comme des numéros, pas comme des êtres humains. » François hocha la tête, repensant à son propre traitement lorsqu'il était déguisé en sans-abri. « Je comprends. Et c'est exactement ce que je veux changer. » Alors qu'ils discutaient, François réalisa que Marguerite serait une alliée précieuse. Sa connaissance du terrain et sa compassion authentique étaient exactement ce dont il avait besoin pour s'assurer que ses efforts toucheraient vraiment ceux qui en avaient le plus besoin. Le lendemain, François organisa une réunion dans son bureau. Autour de la table se trouvaient des personnes qu'on n'aurait jamais imaginé voir ensemble. Marguerite, le docteur Durand, directeur de l'hôpital Saint-Louis, le docteur Martin, l'infirmière en chef des urgences, et même Marcel, l'ouvrier du bâtiment que François avait rencontré dans la salle d'attente. « Mesdames et messieurs, » commença François, « nous sommes ici aujourd'hui parce que nous partageons tous un objectif commun, améliorer notre système de santé. Chacun d'entre vous apporte une perspective unique et essentielle à cette table. » Il expliqua ensuite son plan, utiliser l'hôpital Saint-Louis comme un projet pilote pour un nouveau modèle de soins où l'égalité d'accès et la qualité des soins seraient au cœur de chaque décision. Les réactions furent mitigées. Le docteur Durand semblait à la fois excité et nerveux face à l'ampleur du projet. Le docteur Martin, initialement sceptique, devint de plus en plus intéressé à mesure que la discussion avançait. Marcel apportait la perspective du patient, soulignant les frustrations et les craintes que beaucoup ressentaient face au système actuel. « Ce ne sera pas facile, » prévint Marguerite. « Nous allons nous heurter à beaucoup de résistance, à des années de pratiques établies. » « C'est vrai, » acquiesça François. « Mais ensemble, je crois que nous pouvons faire la différence. Chacun d'entre vous représente une pièce essentielle de ce puzzle. » Alors que la réunion touchait à sa fin, François sentit une énergie nouvelle dans la pièce. Ces personnes, venant d'horizons si différents, commençaient à former une équipe unie par un objectif commun. « Nous avons du pain sur la planche, » conclut François. « Mais je crois que nous sommes sur le point de commencer quelque chose de vraiment important. » Alors que ses nouveaux alliés quittaient son bureau, François se sentit plus déterminé que jamais. Il savait que le chemin serait long et difficile, mais pour la première fois, il avait le sentiment d'avoir trouvé sa véritable vocation. Ce n'était plus seulement une question d'argent ou de pouvoir, il s'agissait de faire une réelle différence dans la vie des gens. Avec cette équipe improbable à ses côtés, François était prêt à affronter les défis à venir. La transformation de l'hôpital Saint-Louis ne serait que le début. Ensemble, ils allaient redéfinir ce que signifiait un système de santé équitable et compassionnel. 6 mois s'étaient écoulés depuis la formation de l'équipe improbable de François. Les progrès à l'hôpital Saint-Louis étaient lents mais constants. De nouvelles politiques avaient été mises en place pour réduire les temps d'attente, améliorer la communication avec les patients et assurer un traitement plus équitable, indépendamment du statut social ou financier. François, toujours habillé avec élégance mais désormais plus souvent présent dans les couloirs de l'hôpital que dans son bureau luxueux, se dirigeait vers une réunion cruciale. L'équipe devait présenter les résultats préliminaires de leur projet pilote au conseil d'administration de l'hôpital. Alors qu'il traversait le hall d'entrée, une scène familière attira son attention. Une jeune femme, visiblement enceinte et en détresse, suppliait à l'accueil pour être vue rapidement. François s'arrêta net. Frappé par le souvenir de la femme similaire qu'il avait vue lors de sa première visite, François s'approcha rapidement de l'accueil, son cœur battant la chamade. Il reconnut l'infirmière, Madame Dubois, l'une des personnes qui avait suivi la formation sur l'accueil équitable qu'ils avaient mise en place. « Madame Dubois, » dit-il doucement, « que se passe-t-il ici ?» L'infirmière se tourna vers lui, surprise. « Monsieur le maire, cette dame est en travail prématuré, mais elle n'a pas de couverture santé. J'essayais justement de... » François l'interrompit gentiment. « Rappelez-vous notre nouvelle politique, Madame Dubois. L'urgence médicale prime sur tout le reste.
Se tournant vers la jeune femme, il lui dit d'une voix rassurante « Madame, ne vous inquiétez pas, vous allez être prise en charge immédiatement. » L'infirmière hocha la tête, un éclair de compréhension dans les yeux. Elle appela rapidement une équipe pour s'occuper de la patiente. François regarda la scène se dérouler, un mélange d'émotions le submergeant. C'était exactement pour cela qu'il travaillait si dur depuis des mois. Voir le changement se produire en temps réel était à la fois gratifiant et humiliant. Cependant, alors qu'ils se dirigeaient vers la salle de réunion, François ne pouvait s'empêcher de penser que malgré tous leurs efforts, ils n'avaient que gratté la surface du problème. Il y avait encore tant à faire. La réunion commença, et François écouta attentivement, alors que chaque membre de son équipe présentait les résultats de leur travail. Le docteur Martin parlait de la réduction des temps d'attente, Marguerite des retours positifs des patients les plus vulnérables, et le docteur Durand des défis financiers qu'ils avaient dû surmonter. Soudain, la porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement. C'était Madame Dubois, l'infirmière de l'accueil, son visage pâle et inquiet. « Pardonnez-moi l'interruption, dit-elle, essoufflée. Mais il y a eu un grave accident de la route. Plusieurs blessés sont en route vers l'hôpital. Nous allons avoir besoin de toutes les mains disponibles. » Le docteur Durand se leva immédiatement. La réunion est ajournée, tout le monde en poste. François regarda ses collègues se précipiter hors de la salle, prêts à faire face à la crise. Il se sentait à la fois fier de leur dévouement et frustré de ne pas pouvoir aider directement. C'est alors qu'une idée le frappa. Il se tourna vers Marguerite, qui était restée en arrière. « Marguerite, j'ai besoin de votre aide. » Quelques minutes plus tard, François Lemaire, PDG multimillionnaire, se trouvait dans les vestiaires du personnel, enfilant une blouse d'infirmier. Marguerite le regardait avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. « François, êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle. « Vous n'avez aucune formation médicale. » François ajusta sa blouse, une lueur de détermination dans les yeux. « Je ne vais pas pratiquer de médecine, Marguerite, mais je peux aider. Je peux parler aux familles, apporter du réconfort, faire ce qui est nécessaire pour soulager le personnel médical. » Marguerite hocha la tête, comprenant. « Très bien, mais soyez prudent. Et rappelez-vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas François Lemaire, le PDG. Vous êtes juste François, un membre de l'équipe comme les autres. » François sourit. « C'est exactement ce que je veux être. » Ils sortirent ensemble des vestiaires et se dirigèrent vers les urgences. Le chaos qui régnait était indescriptible. Des brancards arrivaient, transportant des patients ensanglantés et gémissant. Les médecins et les infirmières couraient d'un patient à l'autre, criant des ordres et des informations vitales. François prit une profonde inspiration et plongea dans la mêlée. Il commença par aider à diriger les familles angoissées vers la salle d'attente, les rassurant du mieux qu'il pouvait. Il apporta des couvertures aux patients qui frissonnèrent de choc, tint la main de ceux qui avaient peur et fit tout ce qu'il pouvait pour alléger le fardeau du personnel médical. Au fil des heures, François fut témoin de l'incroyable dévouement de l'équipe médicale. Il vit le docteur Martin, épuisé mais déterminé, sauver la vie d'un jeune homme grièvement blessé. Il observa Madame Dubois coordonner l'afflux de patients avec une efficacité remarquable, et il fut témoin de la compassion avec laquelle chaque membre du personnel traitait les patients, indépendamment de leur statut ou de leur apparence. Alors que la nuit avançait et que la crise commençait à s'atténuer, François se retrouva dans un coin tranquille des urgences, épuisé mais profondément ému par ce qu'il avait vécu. C'est là que le docteur Durand le trouva. « François, dit-il doucement, je ne m'attendais pas à vous voir ici ce soir. » François leva les yeux, un sourire fatigué sur le visage. « Je ne pouvais pas rester à l'écart, Philippe. J'avais besoin de voir, de comprendre vraiment. » Le docteur Durand s'assit à côté de lui. « Et qu'avez-vous compris ?» François resta silencieux un moment, réfléchissant. « J'ai compris que ce que nous faisons ici est plus important que je ne l'avais imaginé. Ce n'est pas seulement une question de politique ou de budget. C'est une question de vie, de dignité humaine. J'ai vu ce soir ce que signifie vraiment prendre soin des autres, sans distinction. » Le docteur Durand hocha la tête, compréhensif. « C'est ce que nous vivons chaque jour, François. C'est pourquoi nous faisons ce métier. » François se redressa, une nouvelle détermination dans les yeux. « Philippe, je pense qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Ce que nous avons fait jusqu'à présent est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons penser plus grand, plus audacieux. »« Que proposez-vous » demanda le docteur. Durand, intrigué. « Je veux créer une fondation, répondit François. Une fondation qui non seulement soutiendra l'hôpital Saint-Louis,
mais qui travaillera à transformer le système de santé dans son ensemble. Nous allons utiliser ce que nous avons appris ici comme modèle et le répliquer à l'échelle nationale. Le docteur Durand le regarda avec surprise. C'est ambitieux, François. Ça l'est, acquiesça François. Mais après ce que j'ai vu ce soir, je sais que c'est nécessaire, et je sais que nous avons l'équipe pour y arriver. Alors que l'aube se levait sur Paris, éclairant les couloirs de l'hôpital d'une lumière nouvelle, François Lemaire savait qu'il venait de vivre un tournant décisif. Ce qui avait commencé comme une expérience personnelle était devenu une mission de vie, et il était prêt à y consacrer toutes ses ressources et son énergie. La transformation de l'hôpital Saint-Louis n'était que le début. François était déterminé à apporter un changement durable et significatif dans le système de santé français. Et avec l'équipe extraordinaire qu'il avait rassemblée, il savait que rien n'était impossible. Les semaines qui suivirent la nuit mouvementée aux urgences furent un tourbillon d'activités pour François et son équipe. La création de la Fondation Lemaire pour l'équité en santé était en cours, et l'enthousiasme était palpable. Cependant, avec l'ambition croissante de leur projet, les défis s'intensifiaient également. Un matin, François arriva à l'hôpital pour trouver une atmosphère tendue. Le docteur Durand l'attendait dans son bureau, l'air préoccupé. « François, nous avons un problème, dit-il sans préambule. Le conseil d'administration de l'hôpital est nerveux. Ils pensent que nos nouvelles politiques d'équité mettent en danger la stabilité financière de l'établissement. » François fronça les sourcils. « Mais nous avons les chiffres pour prouver que ce n'est pas le cas. En fait, notre efficacité globale s'est améliorée. »« Je sais, » soupira le docteur Durand. « Mais certains membres du conseil sont plus préoccupés par les bénéfices à court terme que par les avantages à long terme. Ils menacent de mettre fin à notre projet pilote. » C'était un coup dur, mais François n'était pas prêt à abandonner. « Très bien, » dit-il, déterminé. « Il est temps de leur montrer exactement ce que nous accomplissons ici. » Dans les jours qui suivirent, François et son équipe travaillèrent d'arrache-pied pour préparer une présentation complète pour le conseil d'administration. Ils rassemblèrent des témoignages de patients, des données financières détaillées et des projections à long terme. Le jour de la présentation arriva. François, habillé de son costume le plus élégant, se tenait devant le conseil d'administration, prêt à défendre leur vision. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « je comprends vos inquiétudes. Le changement est toujours effrayant, surtout quand il s'agit d'une institution aussi cruciale qu'un hôpital. Mais je vous demande d'écouter attentivement ce que nous avons à vous dire aujourd'hui. » Pendant les 2 heures suivantes, François et son équipe présentèrent leur cas. Ils montrèrent comment leur nouvelle politique avait non seulement amélioré la qualité des soins pour tous les patients, mais avait également augmenté l'efficacité opérationnelle de l'hôpital. Marguerite partagea des histoires poignantes de patients dont la vie avait été transformée grâce à leur accès à des soins de qualité. Le docteur Martin présenta des données montrant une réduction significative des réadmissions et des complications post-opératoires. Enfin, François conclut: « Ce que nous faisons ici n'est pas seulement moralement juste, c'est aussi financièrement sensé. Un hôpital qui traite tous ses patients avec dignité et excellence est un hôpital qui prospère à long terme. » Le silence qui suivit était palpable. Les membres du conseil échangèrent des regards, visiblement impressionnés, mais encore hésitants. C'est alors qu'une voix s'éleva du fond de la salle. C'était Marcel, l'ouvrier du bâtiment que François avait rencontré dans la salle d'attente des mois auparavant. François l'avait invité à la réunion pour apporter la perspective d'un patient. « Je ne suis pas un homme d'affaires, » dit Marcel de sa voix rauque. « Je ne comprends pas tous vos chiffres, mais je peux vous dire une chose. Avant, venir à l'hôpital était une expérience terrifiante pour moi. J'avais l'impression d'être un numéro, pas une personne. Maintenant, je me sens respecté, écouté. Et vous savez quoi? Ça me donne envie de prendre soin de ma santé, de suivre les conseils des médecins. Si vous voulez parler d'économie à long terme, commencez par traiter les gens comme des êtres humains. » Un murmure parcourut la salle. François vit plusieurs membres du conseil hocher la tête, touchés par la sincérité de Marcel. Après un bref débat, le président du conseil se leva. « Monsieur le maire, docteur Durand, votre équipe a présenté un cas convaincant. Nous approuvons la continuation du projet pilote et nous sommes impatients de voir les résultats à long terme. » Un soupir collectif de soulagement parcourut l'équipe de François. Ils avaient franchi un obstacle majeur. Plus tard, ce soir-là, alors que François célébrait cette victoire avec son équipe dans un petit café près de l'hôpital, il ne pouvait s'empêcher de penser aux défis qui les attendaient encore.
Nous avons gagné une bataille, dit-il en levant son verre. Mais la guerre pour un système de santé véritablement équitable ne fait que commencer. Êtes-vous prêts pour la suite? Les visages autour de la table s'illuminèrent de détermination. Ils étaient prêts, plus que jamais, à poursuivre leur mission. Alors que la nuit tombait sur Paris, François savait que leur combat était loin d'être terminé. Mais avec cette équipe extraordinaire à ses côtés, il était convaincu qu'il pouvait faire face à tous les défis à venir. La transformation de l'hôpital Saint-Louis n'était que le début d'un changement bien plus vaste qu'ils étaient déterminés à apporter au système de santé français. Les mois passèrent, et l'hôpital Saint-Louis continua sa transformation sous la direction de François et de son équipe. Les changements étaient visibles non seulement dans les chiffres et les statistiques, mais aussi dans l'atmosphère même de l'hôpital. Il y avait une énergie nouvelle, un sentiment de purpose partagée qui unissait le personnel, des médecins aux agents d'entretien. Un jour, alors que François faisait sa désormais habituelle tournée des services, il fut interpellé par une voix familière. « Monsieur le maire !» Il se retourna pour voir le docteur Martin qui courait vers lui, un grand sourire aux lèvres. « Docteur Martin, que se passe-t-il » demanda François, intrigué par l'enthousiasme du jeune médecin. « Je voulais vous parler de Madame Moreau, » dit le docteur Martin, les yeux brillants. « Vous vous souvenez, la patiente âgée dont personne ne voulait s'occuper il y a quelques mois ?» François hocha la tête. Il se souvenait bien de ce cas qui avait été l'un des catalyseurs de leur projet. « Elle est revenue aujourd'hui pour son suivi, » continua le docteur. « Martin, et vous ne croirez jamais ce qui s'est passé. Non seulement son état s'est considérablement amélioré, mais elle a apporté des gâteaux faits maison pour tout le personnel du service. Elle a dit que c'était sa façon de nous remercier pour la dignité et le respect avec lesquels nous l'avons traitée. » François sentit une vague d'émotion le submerger. C'était exactement pour ce genre de moment qu'il travaillait si dur. « C'est merveilleux, docteur Martin, » dit-il avec un sourire chaleureux. « C'est la preuve que nos efforts font vraiment une différence. » Le docteur Martin acquiesça vigoureusement. « Ce n'est pas seulement ça, monsieur le maire. J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Avant, je me sentais souvent épuisé, presque cynique face à certains patients. Mais maintenant, je me sens revigoré. Comme si j'avais redécouvert pourquoi j'ai choisi ce métier en premier lieu. » Cette confession toucha François profondément. Il réalisa que leur projet ne transformait pas seulement la vie des patients, mais aussi celle du personnel soignant. « Docteur, » dit François en posant une main sur l'épaule du jeune médecin, « c'est exactement ce que nous espérions accomplir. Pas seulement améliorer les soins, mais aussi redonner un sens à votre travail. » Alors qu'ils continuaient leur tournée ensemble, François fut frappé par les changements subtils, mais significatifs qu'il observait. Les infirmières prenaient le temps d'expliquer les procédures aux patients anxieux. Les médecins s'asseyaient au niveau de leurs patients pour leur parler, plutôt que de les dominer de leur hauteur. Même les agents d'entretien semblaient prendre un soin particulier à rendre les chambres aussi accueillantes que possible. Plus tard, dans la journée, François se rendit à une réunion avec Marguerite et son équipe de bénévoles. Ils discutaient des moyens d'améliorer encore l'expérience des patients les plus vulnérables. « François, » dit Marguerite avec enthousiasme, « nous avons eu une idée. Que diriez-vous de mettre en place un programme de mentors patients? Des patients qui ont déjà navigué dans le système pourraient aider et soutenir ceux qui viennent d'arriver. » L'idée captiva immédiatement François. « C'est brillant, Marguerite. Cela pourrait vraiment aider à réduire l'anxiété et à créer un sentiment de communauté au sein de l'hôpital. » Alors qu'ils discutaient des détails du programme, François fut une fois de plus frappé par la passion et la créativité de son équipe. Chacun apportait sa perspective unique, contribuant à créer quelque chose de vraiment spécial. Le soir venu, François se retrouva dans son bureau réfléchissant à la journée écoulée. Il sortit le petit carnet qu'il avait commencé à tenir depuis le début de cette aventure. Il y notait ses observations, ses idées, mais aussi ses doutes et ses craintes. En feuilletant les pages, il fut frappé par l'évolution de ses propres réflexions. Au début, ses notes étaient pleines de chiffres, de stratégies et d'objectifs. Mais au fil du temps, elles s'étaient remplies d'histoires personnelles, de moments de connexion humaine, de petites victoires qui, ensemble, formaient quelque chose de bien plus grand. François réalisa alors que ce projet avait non seulement transformé l'hôpital, mais l'avait aussi profondément changé lui-même. Il n'était plus seulement le PDG multimillionnaire cherchant à faire une bonne action. Il était devenu un membre à part entière de cette communauté, profondément investi dans chaque vie touchée par leur travail. Alors qu'il fermait son carnet, François entendit un léger coup à la porte. C'était le docteur Durand.
François, dit-il avec un sourire fatigué mais satisfait, je voulais juste vous dire merci. Ce que vous avez initié ici, c'est extraordinaire. François se leva et serra chaleureusement la main du directeur. Non, Philippe, merci à vous. C'est votre leadership, votre courage à embrasser le changement qui a rendu tout cela possible. Les deux hommes échangèrent un regard de compréhension mutuelle. Ils savaient que leur travail était loin d'être terminé, que de nombreux défis les attendaient encore. Mais ils savaient aussi qu'ensemble, avec l'équipe extraordinaire qu'ils avaient constituée, ils étaient prêts à les affronter. Alors que le docteur Durand quittait le bureau, François se tourna vers la fenêtre. Les lumières de Paris scintillaient dans la nuit, rappelant les innombrables vies qui dépendaient de leur travail. Il sentit une détermination renouvelée l'envahir. Ce qu'il faisait ici était plus qu'un projet ou une expérience. C'était le début d'une véritable révolution dans les soins de santé, et François était plus que jamais déterminé à la mener jusqu'au bout. L'hôpital Saint-Louis était devenu un modèle de réussite, attirant l'attention des médias et des professionnels de santé de tout le pays. Le succès du projet pilote de François et de son équipe ne pouvait plus être ignoré. Cependant, avec cette notoriété croissante, vinrent de nouveaux défis et une pression accrue. Un matin, François fut convoqué d'urgence à une réunion au ministère de la Santé. En entrant dans l'imposant bâtiment, il sentit une tension palpable dans l'air. La ministre de la Santé, Madame Claire Rousseau, l'accueillit avec un mélange de respect et d'appréhension. « Monsieur le maire, dit-elle, ce que vous avez accompli à Saint-Louis est remarquable, mais j'ai bien peur que cela ait créé, disons, des remous dans le système. » François s'assit intrigué. « Que voulez-vous dire, Madame la ministre ?» Madame Rousseau soupira. « Votre modèle remet en question de nombreuses pratiques établies. Certains hôpitaux privés craignent de perdre leurs patients les plus aisés si tous les établissements adoptaient votre approche. De plus, plusieurs syndicats s'inquiètent des changements que cela pourrait impliquer pour les conditions de travail du personnel. » François sentit une pointe de frustration monter en lui. « Mais notre modèle améliore les conditions de travail. Nos employés sont plus satisfaits que jamais. »« Je comprends, » répondit la ministre. « Mais le changement fait peur, monsieur le maire, et vous bousculez un système profondément enraciné. » La réunion se poursuivit pendant des heures, François défendant passionnément son projet face à une série de questions et de préoccupations. À la fin, il était épuisé, mais plus déterminé que jamais. En sortant du ministère, François reçut un appel de Marguerite. « François, il faut que vous reveniez à l'hôpital immédiatement. Quelque chose se passe. » Inquiet, François se précipita à Saint-Louis. En arrivant, il trouva l'entrée principale bloquée par une foule de journalistes et de caméras. Au milieu de ce chaos, il aperçut le docteur Martin, tentant désespérément de se frayer un chemin. « Que se passe-t-il » demanda François, tirant le jeune médecin à l'écart. Le docteur Martin, l'air paniqué, expliqua « C'est partout dans les médias. Quelqu'un a divulgué des informations sur notre projet, mais elles sont déformées. Ils disent que nous refusons les patients riches, que nous pratiquons une forme de discrimination inversée. C'est un cauchemar. » François sentit son cœur s'accélérer. Tout ce qu'ils avaient construit était menacé par cette désinformation. Il savait qu'il devait agir rapidement. Rassemblant son équipe dans une salle de conférence, François exposa la situation. « Nous sommes face à une crise, » dit-il gravement. « Mais c'est aussi une opportunité. Une opportunité de montrer au monde ce que nous faisons vraiment ici. » Pendant les heures qui suivirent, l'équipe travailla d'arrache-pied pour élaborer une stratégie de communication. Ils décidèrent d'ouvrir les portes de l'hôpital aux médias, de montrer en toute transparence leur fonctionnement quotidien. François lui-même donna une série d'interviews, expliquant patiemment leur vision d'un système de santé équitable pour tous. Il invita des patients de tous horizons à partager leurs expériences. Le docteur Durand organisa des visites guidées de l'hôpital pour les journalistes, montrant comment leurs nouvelles pratiques bénéficiaient à tous les patients, indépendamment de leur statut social. Marguerite mobilisa son réseau de bénévoles pour partager des témoignages poignants sur les réseaux sociaux, contrant la désinformation par des histoires vraies et touchantes. Malgré leurs efforts, la controverse continua de faire rage pendant des jours. François passait ses nuits à répondre aux emails, à prendre des appels, à rassurer les partenaires inquiets. Un soir, épuisé, il se retrouva seul dans son bureau, se demandant s'ils avaient fait le bon choix. C'est alors qu'il reçut un message inattendu. C'était de Marcel, l'ouvrier du bâtiment. « Monsieur le maire, »
disait le message. J'ai vu ce qui se passe dans les médias. Je voulais juste vous dire, ne laissez pas ces gens vous décourager. Ce que vous faites ici, ça change des vies, la mienne en tout cas. Continuez le combat. Ce simple message raviva la flamme de la détermination en François. Il réalisa que peu importait l'ampleur des défis, tant que leur travail continuait à faire une différence réelle dans la vie des gens. Le lendemain matin, François convoqua une réunion de toute l'équipe. « Écoutez, dit-il, je sais que ces derniers jours ont été difficiles, mais nous ne pouvons pas nous permettre de reculer maintenant. Ce que nous faisons est trop important. » Il regarda chaque membre de l'équipe dans les yeux. « Nous allons continuer à travailler, à soigner, à innover. Nous allons montrer au monde par nos actions plutôt que par nos paroles ce que signifie vraiment un système de santé équitable et compassionnel. » L'équipe acquiesça, une nouvelle détermination brillant dans leurs yeux. Ils savaient que la route serait difficile, mais ils étaient prêts à relever le défi. Alors qu'ils se dispersaient pour retourner à leur travail, François sentit un mélange d'appréhension et d'excitation. L'onde de choc créée par leur projet avait secoué le système tout entier. Maintenant, il était temps de canaliser cette énergie pour créer un changement encore plus grand. La bataille pour transformer le système de santé venait vraiment de commencer, et François était plus que jamais déterminé à la mener jusqu'au bout. Les semaines qui suivirent la tempête médiatique furent intenses pour François et son équipe. L'hôpital Saint-Louis était devenu le centre d'un débat national sur l'avenir du système de santé français. Chaque jour apportait son lot de nouveaux défis, mais aussi d'opportunités inattendues. Un matin, alors que François arrivait à l'hôpital, il fut accueilli par une scène inhabituelle. Un groupe de personnes, portant des pancartes et des t-shirts aux couleurs vives, s'était rassemblé devant l'entrée principale. Son cœur fit un bond, craignant une nouvelle vague de protestations. Mais en s'approchant, il réalisa que les pancartes portèrent des messages de soutien. « Merci Saint-Louis, pour une santé équitable. Continuez le combat. » Marguerite émergea de la foule, un large sourire aux lèvres. « François, ce sont des patients et leurs familles. Ils sont venus pour nous soutenir. » François fut profondément ému. Au milieu de toute cette tourmente, voir ces gens ordinaires se mobiliser pour défendre leur vision était incroyablement réconfortant. Il s'adressa brièvement à la foule, les remerciant pour leur soutien et réaffirmant l'engagement de l'hôpital envers des soins équitables pour tous. Alors qu'il entrait dans le bâtiment, il sentait une nouvelle énergie l'envahir. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. Le personnel semblait plus motivé que jamais, déterminé à prouver la valeur de leur approche par leurs actions quotidiennes. Le docteur Martin l'intercepta dans le couloir, les yeux brillants d'excitation. « Monsieur le maire, vous ne croirez jamais ce qui vient de se passer. L'Association des jeunes médecins nous a contactés. Ils veulent organiser un programme de résidence spéciale à Saint-Louis pour former la prochaine génération de médecins à notre approche des soins. » Cette nouvelle était exactement ce dont François avait besoin. C'était la preuve que leur travail commençait à avoir un impact bien au-delà des murs de Saint-Louis. Cependant, les défis n'avaient pas disparu. Plus tard dans la journée, François reçut un appel du docteur Durand. « François, nous avons un problème. Certains de nos fournisseurs menacent d'augmenter leurs prix. Ils disent que notre nouvelle façon de travailler leur coûte plus cher. » François soupira. C'était un obstacle auquel il ne s'attendait pas. « Très bien, Philippe. Organisons une réunion avec eux. Peut-être pouvons-nous trouver un moyen de travailler ensemble de manière plus efficace. » Alors qu'il raccrochait, François réalisa à quel point leur projet avait des ramifications complexes. Chaque changement qu'ils apportaient créait des ondulations qui affectaient l'ensemble du système. Le soir venu, épuisé mais déterminé, François convoqua une réunion de l'équipe de direction. « Écoutez, dit-il, je sais que nous traversons une période difficile, mais nous sommes aussi à un moment crucial. Ce que nous faisons ici a le potentiel de changer tout le système de santé. » Il regarda chacun des membres de l'équipe. « Nous devons rester fidèles à notre vision, tout en étant flexibles dans notre approche. Chaque défi est une opportunité d'apprendre et de nous améliorer. » Le docteur Durand prit la parole. « François a raison. Nous avons déjà accompli tellement en si peu de temps. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. » Marguerite ajouta « Et nous avons le soutien de la communauté. Les gens croient en ce que nous faisons. » L'équipe passa les heures suivantes à élaborer des stratégies pour faire face aux nouveaux défis. Ils décidèrent de lancer une série de forums publics pour impliquer la communauté dans leurs décisions. Ils planifièrent également des ateliers de formation pour aider le personnel à mieux communiquer leur approche aux patients et aux visiteurs.
Alors que la réunion touchait à sa fin, François sentit un regain d'énergie dans la pièce. Malgré l'adversité, son équipe restait unie et déterminée. Les jours suivants furent intenses. François jonglait entre les réunions avec les fournisseurs, les interviews avec les médias et les sessions de planification stratégique. Mais au milieu de ce tourbillon, il prit le temps chaque jour de faire le tour de l'hôpital, parlant avec les patients et le personnel. Un après-midi, alors qu'il visitait le service de pédiatrie, il rencontra une petite fille nommée Sophie. Elle était en train de recevoir un traitement pour une maladie chronique, mais son visage s'illumina quand elle vit François. « C'est vous le monsieur qui a rendu l'hôpital gentil ?» demanda-t-elle innocemment. François fut pris au dépourvu. « Que veux-tu dire, Sophie ? Avant, j'avais peur de venir ici, » expliqua-t-elle. « Mais maintenant, tout le monde sourit et prend le temps de m'expliquer les choses. Ça fait moins peur. » Cette simple conversation avec Sophie rappela à François pourquoi il se battait si dur. Ce n'était pas pour les gros titres ou les récompenses, mais pour des moments comme celui-ci, où il faisait une réelle différence dans la vie des gens. Encouragé par cette rencontre, François redoubla d'efforts. Il travailla avec l'équipe pour affiner leur processus, pour rendre leurs innovations plus durables et plus faciles à répliquer dans d'autres hôpitaux. Leur persévérance commença à porter ses fruits. Petit à petit, la controverse s'estompa, remplacée par un intérêt croissant pour leur approche. D'autres hôpitaux commencèrent à les contacter, cherchant à apprendre de leur expérience. Un soir, alors que François quittait l'hôpital après une longue journée, il croisa le docteur Martin qui rentrait chez lui. « Monsieur le maire, » dit le jeune médecin, « je voulais juste vous dire merci. Quand j'ai commencé ma carrière, je rêvais de pouvoir pratiquer la médecine de cette façon. Vous avez rendu cela possible. » François fut touché par cette confession. « C'est un effort collectif, docteur Martin. Nous n'aurions rien pu accomplir sans des gens comme vous qui croient en cette vision. » Alors qu'ils se séparaient, François réalisa à quel point leur équipe s'était soudée à travers ces épreuves. Chaque défi les avait rendus plus forts, plus résilients. Ils savaient que leur combat était loin d'être terminé. Il y aurait encore des obstacles à surmonter, des critiques à affronter. Mais ils savaient aussi qu'ils étaient sur la bonne voie. Petit à petit, ils étaient en train de transformer non seulement un hôpital, mais toute une façon de penser aux soins de santé. Alors qu'il rentrait chez lui cette nuit-là, François se sentait plus déterminé que jamais. La route serait longue, mais avec cette équipe extraordinaire à ses côtés, il était prêt à affronter tous les défis à venir. L'hôpital Saint-Louis n'était que le début. Ensemble, ils allaient continuer à pousser pour un changement réel et durable dans le système de santé français. Les mois passèrent, et l'hôpital Saint-Louis continua à évoluer et à s'améliorer. Le projet de François et de son équipe avait survécu à la tempête médiatique et en était sorti plus fort. Cependant, ils savaient tous que le vrai test était encore à venir. Le gouvernement avait annoncé une évaluation complète du système de santé français avec l'intention de proposer des réformes majeures. L'hôpital Saint-Louis, devenu un modèle d'innovation et d'équité, allait être au centre de cette évaluation. François savait que c'était leur chance de vraiment influencer le futur des soins de santé en France. Mais la pression était énorme. Tout ce qu'ils avaient construit allait être minutieusement examiné et jugé. Le jour de l'évaluation arriva. Une équipe d'experts en santé publique, d'économistes et de représentants du gouvernement descendit sur l'hôpital. Pendant une semaine, ils allaient observer chaque aspect de leur fonctionnement, interroger le personnel et les patients, examiner leurs données et leurs résultats. François rassembla son équipe pour un dernier briefing avant le début de l'évaluation. « C'est le moment pour lequel nous avons travaillé si dur, dit-il, regardant chacun dans les yeux. Nous n'avons rien à cacher et tout à montrer. Soyez fiers de ce que nous avons accompli ici. » La semaine qui suivit fut intense. François vit son équipe briller, démontrant avec passion et précision comment leur approche améliorait non seulement la qualité des soins, mais aussi l'efficacité globale de l'hôpital. Le docteur Martin guida les évaluateurs à travers les urgences, montrant comment leur nouveau système de triage avait réduit les temps d'attente tout en assurant que les cas les plus urgents étaient traités en priorité, indépendamment du statut social du patient. Marguerite présenta le programme de mentor patient, démontrant comment il avait amélioré l'expérience des patients les plus vulnérables et réduit les réadmissions. Le docteur Durand exposa les données financières, prouvant que leur approche, bien qu'initialement plus coûteuse, conduisait à des économies significatives à long terme grâce à une meilleure prévention
et une gestion plus efficace des maladies chroniques. Mais le moment le plus puissant vint de manière inattendue. Alors que les évaluateurs visitaient le service de pédiatrie, ils rencontrèrent Sophie, la petite fille que François avait rencontrée quelques mois plus tôt. Sans qu'on le lui demande, elle commença à leur raconter comment l'hôpital avait changé, comment elle n'avait plus peur de venir pour ses traitements. François, qui observait la scène, vit les évaluateurs échanger des regards. Il réalisa que toutes leurs statistiques et leurs présentations ne pouvaient égaler le pouvoir de ce témoignage simple et sincère. Le dernier jour de l'évaluation arriva. L'équipe d'experts devait présenter ses conclusions préliminaires avant de rédiger leur rapport final. François et son équipe se rassemblèrent dans la salle de conférence, l'anticipation palpable dans l'air. La chef de l'équipe d'évaluation, une femme à l'air sévère nommée Dr Leclerc, prit la parole. « Monsieur le maire, Dr Durand, mesdames et messieurs, commença-t-elle, son visage indéchiffrable. Nous avons passé cette semaine à examiner en détail votre établissement et vos méthodes. » Elle fit une pause, et François sentit son cœur battre plus fort. Tout leur travail, tous leurs espoirs reposaient sur ce moment. « Je dois admettre, poursuivit le docteur Leclerc, que nous sommes arrivés ici avec un certain scepticisme. Vos affirmations semblaient ambitieuses, pour dire le moins. » François sentit la tension monter dans la salle. Il jeta un coup d'œil à son équipe, voyant l'inquiétude sur leur visage. Cependant, continua le docteur Leclerc, et soudain un sourire apparut sur son visage. Après cette semaine d'observation, je peux dire sans équivoque que ce que vous avez accompli ici est remarquable. Un soupir collectif de soulagement parcourut la salle. François sentit une vague d'émotion le submerger. Votre approche des soins centrée sur le patient, votre engagement envers l'équité et votre capacité à innover tout en maintenant l'efficacité financière sont vraiment impressionnants. Nous pensons que votre modèle pourrait servir de base pour une réforme plus large du système de santé français. François regarda autour de lui, voyant des larmes de joie dans les yeux de ses collègues. Ils l'avaient fait. Leur vision, leur dur labeur, leur persévérance face à l'adversité, tout cela avait porté ses fruits. Alors que le docteur Leclerc continuait à détailler leurs conclusions, François réalisa que ce n'était pas une fin, mais un nouveau début. Leur travail à l'hôpital Saint-Louis avait ouvert la porte à un changement bien plus vaste. La réunion se termina dans une atmosphère d'euphorie contenue. Alors que l'équipe d'évaluation quittait la salle, François se leva pour s'adresser à son équipe. « Je suis tellement fier de chacun d'entre vous, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Ce que nous avons accompli ici, nous l'avons fait ensemble, et ce n'est que le début. Maintenant, nous avons la chance de porter ce changement bien au-delà des murs de Saint-Louis. » Alors qu'il quittait la salle de conférence, François savait que les défis à venir seraient peut-être encore plus grands. Transformer tout un système de santé ne serait pas une tâche facile. Mais en regardant les visages déterminés et enthousiastes de son équipe, il savait qu'ils étaient si près. L'hôpital Saint-Louis avait été leur terrain d'essai, leur preuve de concept. Maintenant, il était temps de porter leur vision à l'échelle nationale, voire au-delà. François sentit une nouvelle énergie l'envahir. Le vrai travail ne faisait que commencer. Les mois qui suivirent l'évaluation furent un tourbillon d'activités pour François et son équipe. Le rapport final de l'équipe d'évaluation avait été publié, saluant l'hôpital Saint-Louis comme un modèle d'innovation et d'équité dans les soins de santé. Soudain, ils étaient propulsés sous les feux des projecteurs nationaux. François se retrouva à jongler entre les réunions au ministère de la Santé, les conférences médicales et les interviews médiatiques. Leur projet n'était plus seulement une expérience locale, il était devenu le point de départ d'une conversation nationale sur la réforme du système de santé. Un matin, alors qu'il se préparait pour une autre journée chargée, François reçut un appel inattendu. C'était la ministre de la Santé, Madame Rousseau. « Monsieur le maire », dit-elle, sa voix trahissant un mélange d'excitation et d'appréhension, « le gouvernement a décidé de lancer un programme pilote national basé sur votre modèle. Nous voulons que vous dirigiez ce projet. » François fut momentanément sans voix. C'était une opportunité incroyable, mais aussi un défi monumental. « Je suis honoré, Madame la ministre, » répondit-il finalement, « mais je ne peux pas prendre cette décision seul. Mon équipe a été cruciale dans tout ce que nous avons accompli. » « Bien sûr, » acquiesça Madame Rousseau. « Nous voulons toute votre équipe impliquée. C'est votre vision collective qui a rendu cela possible. » Après avoir raccroché, François convoqua immédiatement une réunion d'urgence avec son équipe principale.
Lorsqu'il leur annonça la nouvelle, les réactions furent mitigées. L'excitation était palpable, mais il y avait aussi de l'inquiétude. « C'est une opportunité incroyable », dit le docteur Durand. « Mais comment pouvons-nous être sûrs que notre approche fonctionnera à plus grande échelle ?» Marguerite ajouta. « Et qu'en est-il de Saint-Louis? Nous ne pouvons pas simplement abandonner ce que nous avons construit ici. » François écouta attentivement leurs préoccupations. « Vous avez raison, dit-il finalement. Ce sera un défi énorme. Mais pensez à l'impact que nous pourrions avoir. Nous avons la chance de transformer le système de santé pour des millions de personnes. » Il regarda chacun des membres de son équipe. « Je ne ferai pas cela sans vous. Nous avons commencé ce voyage ensemble et c'est ensemble que nous le poursuivrons. Qu'en dites-vous » Il y eut un moment de silence, puis le docteur Martin prit la parole. « Je suis partant, » dit-il avec un sourire déterminé. « Nous avons prouvé que c'était possible ici. Maintenant, montrons au reste du pays que ça peut fonctionner partout. » Un par un, les autres membres de l'équipe acquiescèrent. L'ampleur du défi était intimidante, mais l'opportunité était trop importante pour être ignorée. Les semaines suivantes furent un tourbillon de planification et de préparation. François et son équipe travaillèrent en étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour élaborer un plan de mise en œuvre nationale. Ils sélectionnèrent 10 hôpitaux à travers le pays pour la première phase du programme pilote. Le jour du lancement du programme national arriva enfin. François se tenait devant une salle remplie de directeurs d'hôpitaux, de responsables politiques et de journalistes. Il prit une profonde inspiration avant de commencer son discours. « Il y a 1 an, dit-il, nous avons commencé un voyage à l'hôpital Saint-Louis. Nous avions une vision simple mais audacieuse. Un système de santé où chaque patient, indépendamment de son statut social ou financier, recevrait des soins de la plus haute qualité avec dignité et respect. » Il fit une pause, balayant la salle du regard. « Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre de ce voyage. Ce que nous avons appris à Saint-Louis, nous allons maintenant l'appliquer à l'échelle nationale. Ce ne sera pas facile. Nous ferons face à des défis, à des résistances. Mais ensemble, nous pouvons créer un système de santé dont tous les Français pourront être fiers. » Les applaudissements qui suivirent son discours furent assourdissants. François sentit une vague d'émotion le submerger. C'était le début d'une nouvelle ère. Dans les mois qui suivirent, François et son équipe travaillèrent sans relâche. Ils voyagèrent à travers le pays, formant le personnel des hôpitaux pilotes, surmontant les obstacles bureaucratiques, adaptant leur modèle aux réalités locales. Il y eut des moments difficiles. Certains hôpitaux résistaient au changement. Des problèmes imprévus surgissaient, nécessitant des ajustements rapides de leur stratégie. Mais à chaque défi, l'équipe de François faisait face avec détermination et créativité. Un jour, alors qu'il visitait un hôpital rural qui avait initialement été sceptique quant au programme, François fut abordé par une infirmière âgée. « Monsieur le maire, dit-elle, les larmes aux yeux, je voulais vous remercier. J'exerce ce métier depuis 40 ans, et pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment fier de mon travail. Nous faisons enfin une réelle différence. » Ces moments de connexion humaine, de voir l'impact tangible de leur travail, renouvelaient constamment la motivation de François et de son équipe. Progressivement, les résultats commencèrent à se faire sentir. Les temps d'attente diminuaient, la satisfaction des patients augmentait. Le personnel médical rapportait une amélioration de leur qualité de vie au travail. Et de manière surprenante pour beaucoup, les coûts commençaient à baisser à mesure que la prévention et les soins précoces réduisaient les complications coûteuses. 1 an après le lancement du programme national, François se retrouva à nouveau devant une salle pleine, cette fois pour présenter les résultats de la première année. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Le programme était un succès indéniable. Alors qu'il concluait sa présentation, François sentit une profonde gratitude l'envahir. Il regarda son équipe, assise au premier rang. Marguerite, le docteur Durand, le docteur Martin et tous les autres qui avaient rendu cela possible. Ils avaient parcouru un long chemin depuis ce jour où ils s'étaient déguisés en sans-abri pour explorer l'hôpital. « Ce que nous avons accompli, » dit François, sa voix chargée d'émotion, « n'est que le début. Nous avons prouvé que le changement est possible, que nous pouvons avoir un système de santé qui serve vraiment tous les citoyens. Maintenant, notre tâche est de continuer ce travail, d'étendre ce modèle à chaque hôpital, à chaque clinique de France. » Alors que la salle explosait en applaudissements, François réalisa que leur voyage était loin d'être terminé. Il y aurait toujours de nouveaux défis à relever,
de nouvelles frontières à repousser. Mais avec cette équipe extraordinaire à ses côtés, et avec la preuve tangible que leur vision pouvait devenir réalité, il était prêt à affronter tout ce qui les attendait. Le système de santé français était en train de se transformer, patient par patient, hôpital par hôpital. Et François savait que ce n'était que le début d'un changement bien plus vaste, qui pourrait inspirer des réformes similaires bien au-delà des frontières de la France. 5 ans s'étaient écoulés depuis le lancement du programme national de réforme du système de santé. François Lemaire, maintenant dans la cinquantaine, se tenait devant la fenêtre de son bureau au ministère de la Santé, contemplant les toits de Paris. Le chemin parcouru depuis cette première expérience à l'hôpital Saint-Louis semblait presque irréel. Le programme pilote initial s'était étendu à l'ensemble du pays. Des centaines d'hôpitaux avaient adopté le modèle de soins équitables et centrés sur le patient. Les résultats étaient indéniables. Une amélioration significative de la qualité des soins, une réduction des coûts à long terme et une satisfaction accrue tant des patients que du personnel médical. François fut tiré de ses réflexions par un coup à la porte. C'était Marguerite, toujours à ses côtés après toutes ces années. « François, dit-elle avec un sourire, il est temps, ils vous attendent. » Il hocha la tête et la suivit. Aujourd'hui était un jour spécial. L'Assemblée nationale allait voter une loi consacrant les principes de leur réforme dans la législation française, assurant que les changements qu'ils avaient initiés perdureraient bien au-delà de leur mandat. Alors qu'il marchait dans les couloirs du Palais Bourbon, François ne put s'empêcher de repenser à tous ceux qui avaient rendu cela possible. Le docteur Durand, qui dirigeait maintenant un programme de formation pour les administrateurs hospitaliers. Le docteur Martin, devenu un leader respecté dans le domaine de la médecine équitable. Et bien sûr, les innombrables patients, infirmières, médecins et bénévoles, qui avaient cru en leur vision et travaillé sans relâche pour la réaliser. Dans la tribune des invités, François s'assit aux côtés de son équipe originale de Saint-Louis. Alors que le débat commençait, il sentit une main se glisser dans la sienne. C'était Sophie, la petite fille qu'il avait rencontrée il y a des années dans le service pédiatrique. Maintenant une jeune femme en bonne santé, elle étudiait la médecine, inspirée par les changements qu'elle avait vus dans le système de santé. « Merci », murmura-t-elle simplement. François sentit son cœur se gonfler d'émotion. C'était pour des moments comme celui-ci, pour des vies comme celle de Sophie, qu'il s'était battu si dur. Le vote fut sans appel. La loi fut adoptée à une écrasante majorité, scellant dans le marbre les principes d'équité et d'excellence en matière de soins de santé. Alors que la salle explosait en applaudissements, François se tourna vers son équipe. Il vit dans leurs yeux la même fierté, la même émotion qu'il ressentait. Ensemble, ils avaient transformé une idée audacieuse en une réalité qui touchait la vie de millions de personnes. Plus tard, ce soir-là, alors que l'équipe célébrait leur victoire, François prit un moment pour s'adresser à eux. « Il y a des années, dit-il, nous avons commencé ce voyage avec un simple déguisement et une question. Comment pouvons-nous créer un système de santé vraiment équitable? Aujourd'hui, nous avons notre réponse. Non pas dans une loi ou dans des statistiques, mais dans chaque patient qui reçoit les soins dont il a besoin, dans chaque médecin qui peut pratiquer avec compassion, dans chaque vie que nous avons touchée. » Il leva son verre. « À vous tous qui avez rendu cela possible. Et à tous ceux qui continueront ce travail longtemps après nous. » Alors que la soirée touchait à sa fin, François se retrouva seul sur le balcon, contemplant la ville illuminée. Il pensait à l'avenir, aux défis qui restaient à relever. Le système n'était pas parfait, il y aurait toujours des améliorations à apporter, de nouvelles frontières à repousser. Mais il savait aussi que ce qu'ils avaient accompli était plus grand qu'eux. Ils avaient semé les graines d'un changement durable, créé un modèle qui inspirait déjà d'autres pays à repenser leur propre système de santé. François sourit, rempli d'un sentiment de paix et d'accomplissement. Ce n'était pas la fin de leur voyage, mais le début d'un nouvel héritage. Un héritage de compassion, d'équité et d'excellence en matière de soins de santé qui continuerait à transformer des vies pour les générations à venir. Alors qu'il rentrait chez lui cette nuit-là, François Lemaire savait que sa vie avait trouvé son véritable sens. De PDG multimillionnaire à catalyseur du changement social, son parcours avait été extraordinaire, mais ce n'était pas sa richesse ou son influence qui définissait son succès. C'étaient les vies qu'il avait touchées, les systèmes qu'il avait transformés et l'espoir qu'il avait inspiré. Et tandis que les lumières de Paris scintillaient dans la nuit,
François savait que quelque part dans la ville, un patient recevait les soins dont il avait besoin, un médecin pratiquait avec compassion, une vie était sauvée. C'était là son véritable héritage, un héritage qui continuerait à vivre et à grandir longtemps après que son nom soit oublié.